ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour aux auditeurs de ZTO, je suis Guillaume Devoux, bienvenue pour un nouvel épisode pour lequel je tiens à remercier particulièrement la Fondation Jérôme Lejeune qui a souhaité s'associer au financement de la production et de la diffusion de cet épisode parce qu'elle partage les valeurs du témoignage que vous allez écouter. La Fondation Jérôme Lejeune a pour mission la recherche de traitements pour les déficiences intellectuelles d'origine génétique dont la trisomie 21, dont elle est le premier financeur en Europe. C'est aussi le premier centre de consultation sur les maladies génétiques de l'intelligence en Europe. Alors vous trouverez plus d'informations sur le lien donné dans le descriptif de cet épisode. Et j'aimerais justement vous proposer aujourd'hui un épisode particulier pour aller à la rencontre d'un homme qui a consacré sa vie aux plus démunis, qui a mis à leur service toute son intelligence et son humanité, un homme qui était un ardent défenseur de la vie et qui a eu le courage d'affronter tous ceux qui, dans notre société, n'étaient pas comme lui les défenseurs de la vie et de la fragilité. Un homme qui trouvait sa force dans sa foi chrétienne et dans le couple admirable qu'il formait avec son épouse Birte, partie elle en 2020. Je parle bien sûr du professeur Lejeune. Et j'ai le plaisir pour en parler de recevoir pour cette émission Aude Dugast. Aude Dugast, bonjour. Bonjour. Aude Dugast, vous êtes philosophe de formation, vous êtes la déléguée générale de l'association des Amis du professeur Lejeune, vous êtes aussi la postulatrice de la cause de canonisation du professeur Lejeune. Je voudrais vous remercier d'avoir accepté cette invitation. Moi, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Elle est importante parce que on est à un moment où l'actualité confirme doublement que nous touchons ici à des questions essentielles pour notre société d'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que d'abord l'Église, il y a quelques mois seulement, a déclaré le professeur Lejeune vénérable, et ensuite parce que le Parlement a voté, il y a quelques jours, une nouvelle loi bioéthique qui est en opposition totale avec les principes du professeur Lejeune, ceux pour lesquels il a consacré sa vie. Alors on peut dire, près de 30 ans après sa mort, que le combat continue ? Oui, plus que jamais. Le combat continue. En fait, Jérôme Lejeune, déjà dès la fin des années 60, 70, je pense qu'on peut dire qu'il avait vu de façon assez prophétique tous les développements que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et c'est pour ça, certainement, qu'il est rentré dans ce combat avec toute son énergie, son intelligence et sa foi. Dès les années 70, quand la plupart des personnes les mieux intentionnées étaient peut-être encore un peu endormies, se rendaient pas compte. Alors, il n'était pas seul, il y avait quand même d'autres médecins qui travaillaient avec lui ou qui l'aidaient ou qui étaient prêts à s'engager derrière lui. Mais c'était le fer de lance de ce combat. Et beaucoup, y compris malheureusement parmi les chrétiens dans l'Église, n'avaient pas forcément vu les enjeux. Et bon, 50 ans plus tard, ils comprennent. Voilà. Mais on commence à comprendre. Voilà. Pas tous, mais la vague est tellement énorme qu'on est un peu submergé, je dois dire. Mais voilà, ça fait partie de notre combat de chrétiens dans le monde. Et une des choses qu'on peut vraiment retenir de Jérôme Lejeune, c'était l'espérance qu'il avait chevillée au corps. Je crois qu'il avait vu à l'avance tous les dérèglements d'aujourd'hui. Il s'est battu. Et il savait que la vie vaincrait. Voilà. Donc, c'est pas aujourd'hui, la victoire n'est pas aujourd'hui, mais elle est demain, et on a cette foi et cette espérance chevillée au corps, qui était l'espérance de Jérôme Lejeune et qui nous habite. Alors justement, si vous le voulez bien, on va aujourd'hui se pencher davantage sur la personne qu'était le professeur Lejeune. Il y a quelques jours, ZTO recevait Thierry de la Villejégu, qui est le directeur général de la Fondation Lejeune. J'invite les auditeurs qui ne l'ont pas encore fait d'écouter cet épisode qui est passionnant. Et au cours de cet épisode avec Thierry de la Villejégu, on parle plus en fait des enjeux scientifiques et même législatifs, presque politiques, dans lesquels la Fondation Lejeune s'engage aujourd'hui.
Tandis qu'avec vous, on peut parler, si vous le voulez bien, de l'homme du professeur Lejeune, auquel vous avez d'ailleurs consacré 2 livres que là j'ai dans les mains. Un, c'est cette année, il y a quelques semaines seulement, le Jérôme Lejeune, portrait spirituel au fil des vertus. Les vertus, c'est intéressant, on va en reparler. Et l'autre, c'était il y a 2 ans aux éditions Artege, je crois, ou l'année dernière. 2019. 2019, Jérôme Lejeune, La liberté du savant. Donc vous êtes vraiment la spécialiste, celle qui connaît bien le professeur Lejeune. Celui-là, voilà, c'est vraiment la biographie où je développe Celui-là, sa vie. La liberté du savant. Liberté chez du savant. Artege. On mettra les liens avec c'est le descriptif du podcast pour ceux qui voudront. Vous parliez de les Birth découvrir. tout à l'heure, et Oui. c'est vrai que dans ce livre que j'ai commencé à écrire sur Jérôme Lejeune, en fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était la vie de Jérôme et Birth. Voilà, c'est vraiment toute leur œuvre est commune. Et donc, Birth est à chaque page, voilà, aussi bien évidemment dans la vie de famille, mais même pour tous les combats de Jérôme Lejeune, et même sur le plan professionnel. Voilà, elle est toujours à côté. Elle est à chaque page et puis elle est très présente encore. Elle est partie il y a pas longtemps. Bien sûr. Ouais. Elle est dans ses murs. On est à la Fondation Lejeune aujourd'hui et on la sent encore présente. Ouais, bien sûr. Ouais. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, justement par l'actualité, Aude Dugast. L'Église a reconnu en janvier 2021, en déclarant le professeur Lejeune vénérable, que c'est la première étape vers la béatification, puis la canonisation. Alors ça veut dire quoi, être la postulatrice de cette cause ? Le postulateur, en fait, c'est celui qui est responsable du dossier et c'est celui qui doit apporter la preuve à la congrégation des causes des saints au Vatican, la preuve de la sainteté de son candidat, si j'ose parler ainsi. Voilà, donc vous savez, il y a 2 étapes dans le procès de canonisation. Il y a la partie diocésaine d'abord, donc qui a eu lieu à Paris, puisque c'est dans le lieu où est mort le serviteur de Dieu. Donc Jérôme Lejeune étant mort à Paris, c'est le cardinal 23 qui a demandé et ouvert le procès de canonisation. En 2007, exactement. Et donc là, le postulateur à l'époque n'était pas moi, c'était le don Jean-Charles Naud, l'actuel père abbé de Saint-Vendry. Et le postulateur à ce moment-là, en fait, est vraiment celui qui ouvre le procès à la demande du cardinal et qui, c'est un peu le chef d'orchestre, qui s'assure que la commission historique, les théologiens, le tribunal fait tout le travail qui leur est demandé. Et puis quand toutes ces preuves, parce que le procès diocésain, c'est l'instruction du dossier. Donc on réunit toutes les preuves, des témoins et des documents. Voilà. Et quand toutes ces preuves sont réunies, on envoie tout à Rome, et à ce moment-là, s'ouvre le procès romain. Et donc là, le postulateur, il y a un changement de postulateur. Enfin, on peut garder l'ancien, mais en tout cas, il y a une nouvelle nomination. Et là, c'est moi qui ai été nommé postulateur pour Rome. Et donc là, à Rome, c'est plus l'instruction du dossier, c'est l'analyse des preuves. Voilà. Donc le postulateur à Rome doit, pour schématiser un peu, répondre à la question qui est posée par le Vatican. Est-ce que Jérôme Lejeune a vécu chaque vertu chrétienne à un niveau héroïque ? Voilà. Donc on doit répondre à cette question en analysant toutes les preuves apportées du procès diocésain. Et en l'occurrence, pour nous, c'est à peu près 15 000 pages. Voilà. Et à peu près 13-14 années de... Alors, on a commencé en procédure. 2007. Le procès diocésain a duré 5 ans. Ça a été clos en 2012 à Notre-Dame de Paris. Et en 2012, je suis partie à Rome et j'ai fait ce travail pendant 4 ans. Donc, j'ai rendu ce qu'on appelle la positio, donc c'est l'analyse des vertus, en avril, enfin à Pâques 2016. Voilà. Et ensuite... eh bien, vous êtes dans la file d'attente, parce qu'il y a des centaines de canonisations qui attendent à Rome. Et donc, vous prenez votre ticket d'attente et cette position va être étudiée par les théologiens de la congrégation des causes des saints, par les évêques et les cardinaux de cette congrégation. Et si leurs 2 votes sont positifs, à ce moment-là, le préfet de la congrégation rencontre le pape et lui dit, voilà, nous sommes favorables pour déclarer l'héroïcité des vertus de Jérôme Lejeune. Est-ce que vous êtes d'accord ? Et le pape a dit oui, donc le 21 janvier de cette année. On ne va pas rentrer trop en détail dans les procédures de l'Église, parce que d'ailleurs, moi, je trouve qu'elle est trop lente. Je partage ça avec le père Daniel Ange, un ami du professeur Lejeune qui pense que l'Église catholique est trop lente, mais c'est rapide quand même. Commencer en 2007, proclamation en début 2021, c'est rapide. Oui, c'est rapide parce que pour un homme public comme Jérôme Lejeune, il faut étudier toute la vie de la personne. Alors pour des personnes qui sont mortes à 20 ans, il y a moins d'écrits, moins de recherches à faire. Pour Jérôme Lejeune, qui était connu dans le monde entier, qui a beaucoup écrit, fait beaucoup de conférences, reçu des dizaines de milliers de courriers, il faut tout analyser. Donc 5 ans pour le procès diocésain, c'était vraiment... Il y avait 25 personnes qui travaillaient bénévolement, mais donc c'est quand même un gros travail. Et puis après, à Rome... entre le moment où j'ai déposé la position en 2016 et là le vote, oui, c'est rapide en fait. On trouve ça toujours trop long, bien sûr, mais en fait c'est rapide. Alors on verra un petit peu ce qu'il y a dedans dans ce dossier.
qui parle beaucoup, en fait, des vertus et des qualités de la personne qu'était le professeur Lejeune. Mais maintenant, les prochaines étapes, c'est quoi? Parce qu'il y a la béatification et la canonisation. Oui, alors l'héroïcité des vertus, donc quand on déclare quelqu'un vénérable, vous l'avez dit, on reconnaît qu'il a vécu chaque vertu à un niveau héroïque. Alors pour le postulateur, c'est quand même la grosse étape, parce que c'est quand même la sanction positive de tout le travail accompli depuis 10 ans. Bravo. Non, je dis pas ça dans ce sens-là, mais c'est dans le sens où on a réussi à apporter la preuve de sa sainteté, en fait, de l'héroïcité de ses vertus. Ensuite, le miracle qu'on attend pour la béatification, et il faudra un deuxième miracle pour la canonisation. En fait, le miracle est là pour confirmer de la part de Dieu que cette personne est bien au paradis, est bien auprès de lui, et donc quand on prie par son intercession, le Seigneur entend cette prière et veut bien y répondre. Donc c'est vraiment une confirmation, mais ça ne dit pas plus sur la qualité de ses vertus, en fait. Voilà, ce travail est déjà sanctionné par... On va revenir sur la qualité des vertus du professeur Lejeune. D'où vient la demande? Elle vient de la famille? Elle vient de l'Église? Vous avez parlé de Monseigneur 23 tout à l'heure? Oui, alors dans la famille, il est toujours resté très en retrait. J'allais dire, ils étaient persuadés que leur mari ou leur père était saint, mais en disant, c'est pas du tout à nous d'avancer sur le sujet. Si il doit être canonisé par l'Église, c'est à l'Église de le demander, et c'est parce que les gens vont le demander. Donc, la famille est toujours restée très en retrait. Et du coup, mais en fait, dès la mort de Jérôme Lejeune, ça s'est fait. C'est-à-dire que le jour même de sa mort, il y a eu une pétition en Amérique latine, par, je sais plus, une cinquantaine ou une centaine de personnes qui ont signé cette pétition, demandant au Vatican d'ouvrir un procès de canonisation sur Jérôme Lejeune. Et puis la famille a reçu pas mal de courriers en ce sens. Et tous les ans, cardinal Screccia, le cardinal Angelini à Rome demandaient à ce que le procès de canonisation soit ouvert. Et quand le cardinal 23 donc est arrivé à Paris, c'est une des premières décisions qu'il a prises. Donc il a immédiatement demandé l'ouverture du procès de canonisation. Et à ce moment-là, les choses se sont mises en... Et d'ailleurs, vous dites qu'il y avait une demande assez forte de plein de personnes qui ont connu ou pas connu le professeur Lejeune, mais qui admirent son action, et même d'autres... L'engagement évidemment chrétien du professeur Lejeune est connu, mais même des non-chrétiens. Oui, c'est ça c'est une des choses très belles en fait dans le sillage de Jérôme Lejeune, c'est de voir son aura qui s'est étendue bien au-delà de l'Église catholique. Et notamment parmi les protestants, je connais quand même un certain nombre de protestants, notamment aux États-Unis, puisqu'il était très connu aux États-Unis, qui étaient bouleversés par Jérôme Lejeune et qui demandaient sa canonisation. Alors, la part de protestants, c'est quand même assez amusant parce qu'ils ne sont pas à l'aise avec les saints. Et pour Jérôme Lejeune, il disait si, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. L'Église doit le reconnaître comme ça. On a aussi un juif qui parle de lui vraiment comme un juste, voilà. Et puis des musulmans aussi qui en parlent vraiment comme un homme de Dieu. Donc on sent que son exemple, son exemple attire, rayonne et bouleverse vraiment bien au-delà de l'Église. Et d'ailleurs lui-même qui était un catholique fervent était très respectueux des autres, ceux qui ne partageaient pas forcément ses idées ou ceux qui étaient d'autres confessions que la sienne. Mais c'est très intéressant parce que il était très respectueux, c'était dans sa nature d'être respectueux des personnes et des idées. Par contre, il n'était pas du tout dans dans une espèce de... prosélytisme. Non, c'est pas ça. Il ne taisait pas sa foi. Voilà. Alors, il n'en parlait pas dans les congrès scientifiques, c'était pas le lieu. Mais quand il y avait des discussions sur ce sujet-là, ce n'était pas. Il n'édulcorait pas sa foi. Il n'arrondissait pas les différences pour que tout le monde ait l'air content. Il n'y avait pas du tout de syncrétisme. Au contraire, il rappelait bien sa foi. Et tous les juifs, les musulmans, les protestants qu'il admire, c'est ça qu'ils admirent chez lui. En fait, sa foi était comme un bloc, comme un roc. Il était très cohérent, toute sa vie était engagée dans cette foi, mais qui est une foi de charité, c'est la foi chrétienne, en un Dieu d'amour. Et en fait, ils admirent ça, ils admirent le fait qu'il contemplait la vérité, il annonçait cette vérité était une vérité d'amour, toute sa vie était engagée dans cette annonce et dans ce service de la vérité, et il ne se sentait pas exclu par cette annonce. Et du coup, je trouve que cet exemple interroge aussi l'écuménisme. Voilà. Qu'est-ce que c'est que le vrai écuménisme? Jérôme Lejeune, pour moi, est un grand écuménique. Or, il est certainement pas écuménique comme certains l'entendent aujourd'hui, qui serait d'effacer nos différences pour tous nous aimer. Voilà. Pas du tout. Alors, en parlant d'écuménisme, on parle aussi donc de l'Église. Le pape François, il agit en cohérence
quand il pousse et quand il valide, quand il approuve cette proclamation. Parce que lui aussi, il a toujours souligné son attachement au respect de la vie, notamment dans la protection des plus faibles. Oui, le pape François est très clair sur ce sujet-là. Il l'a rappelé à maintes reprises. C'est rarement ces déclarations qui sont reprises dans la presse, mais c'est un fait. Il l'a rappelé notamment lors des discours aux membres diplomatiques, aux représentations diplomatiques quand il les reçoit au Vatican chaque année. Il est très ferme sur ce sujet et je sais que la cause de Jérôme Lejeune est une cause qui l'intéresse beaucoup. Et à plusieurs reprises, à plusieurs personnes, il leur a dit « Ah oui, Jérôme Lejeune était vraiment un grand homme, une très belle personnalité et il faut que sa cause avance. » Alors quand l'Église le déclare vénérable, ça veut dire qu'elle reconnaît l'héroïcité des vertus du professeur Lejeune, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Aude Dugast. Ça veut dire, sans rentrer trop dans la technique, mais pour que les auditeurs comprennent, l'héroïcité des vertus, elle porte sur la foi, l'espérance, la charité, qui sont des vertus théologales, mais aussi sur les vertus cardinales, la force, la prudence, la tempérance, la justice. Donc c'est très complet. Et même les vertus mineures, que vous ne connaissez pas, parce que personne ne les connaît, je crois, sauf quand on est obligé de travailler sur le sujet, qui sont l'humilité, la pauvreté, la chasteté et l'obéissance. En fait, elles s'appellent mineures, non pas parce qu'elles sont moins importantes, mais parce qu'elles découlent des précédentes, voilà, des vertus cardinales. Et donc, Aude Dugast, l'héroïcité des vertus, dont j'ai résumé les vertus principales, et puis vous avez rajouté les vertus mineures, c'est quoi ? Alors déjà, les vertus, c'est une disposition ferme, habituelle à faire le bien. Voilà. Donc ça veut dire qu'une personne vertueuse n'est pas une personne parfaite. Mais elle a cette disposition habituelle et ferme à faire le bien, ce qui fait que la personne peut accomplir des actes bons, mais en plus, elle est portée à donner le meilleur d'elle-même. Donc plus vous êtes vertueux, plus en fait, vous devenez pleinement vous-même. Et donc, c'est la clé du bonheur. C'est pour ça que moi, les vertus, ça me passionne. Donc, je peux vous en parler pendant des heures. Et quelle est la notion d'héroïcité ? Et l'héroïcité, en fait, ça veut dire que vous êtes plus vertueux que la moyenne des chrétiens de votre époque. Alors, vous avez trouvé ça un peu étrange comme critère, mais c'est la définition. C'est-à-dire que c'est pas l'héroïcité à la façon des Grecs anciens ou des Romains, qui revenaient avec la couronne de laurier. En général, plus ils avaient tué d'ennemis, plus ils étaient héros. Là, c'est pas du tout le sujet. Donc, c'est vraiment celui qui vit ses vertus d'une façon particulièrement remarquable par rapport au monde contemporain. Je donne un exemple. La foi aujourd'hui, je pense qu'une foi héroïque aujourd'hui aurait peut-être été considérée comme tout à fait moyenne au Moyen-Âge. Voilà. Au Moyen-Âge, tout le monde avait la foi. Tout le monde croyait en Dieu, la Trinité, la Sainte Vierge. C'était impensable de vivre sans croire en Dieu. Aujourd'hui, croire en Dieu quand vous êtes scientifique, généticien et oser l'affirmer, il y a une forme d'héroïsme. Voilà. Donc, vous voyez, donc là, on mesure bien, je trouve, avec cet exemple, que c'est par rapport au monde autour de nous. On pourrait dire pareil, peut-être de la chasteté. La chasteté aujourd'hui, des fiancés qui vivent chastement, aujourd'hui, je pense qu'on peut dire que c'est héroïque. Bon, il y a encore 60 ans, c'était à peu près la norme. C'était le contraire qui était pas tout à fait dans les clous. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment en lien avec la situation du monde dans lequel vit la personne. D'accord. Voilà. Et donc, pour revenir au cas précis du professeur Lejeune, les faits, les exemples qui ont pu être apportés à la connaissance de l'Église, lesquels les plus marquants pourriez-vous citer ? Ce sont pas quelques faits. Parce qu'il y a des milliers de pages, donc. Voilà, ce sont pas quelques faits isolés en fait qu'on doit montrer. C'est vraiment justement, on doit montrer cette disposition habituelle. Et cette disposition habituelle, elle va s'appuyer sur toute sa vie. Donc des faits, peut-être aussi des contrefaits, enfin des chutes. Vous voyez, on peut dire que par exemple, c'est intéressant. Si je prends l'exemple de la force. Jérôme Lejeune, quand il était jeune homme, se considérait comme faible. Il trouvait qu'il avait un caractère mou, inconstant, faible. Alors, ce qui fait rire un peu tout le monde aujourd'hui quand on le connaît, parce que c'est un peu le modèle de la force quand même pour nous. Mais lui, jeune homme, se considérait comme faible. Et il l'écrit dans son journal, il l'écrit dans ses lettres à sa fiancée, voilà. Et en fait, on voit justement dans toute l'évolution de sa vie à quel point il va développer cette vertu de force qui va s'appuyer sur quoi ? Qui va s'appuyer sur l'élan de sa charité, sur son amour pour ses patients et pour sa famille, qui va s'appuyer sur son intelligence qui est aimantée par la vérité. Donc aimantée par la vérité, poussée par l'amour, il va devenir fort, c'est-à-dire qu'il va réussir à repousser toutes les attaques qui pourraient l'empêcher d'agir selon la droite raison.
Donc là, c'est un bon exemple. Donc, vous voyez, c'est pas un fait isolé qui va me permettre de dire il avait une force héroïque. C'est tout ce chemin de toute sa vie. Et l'Église s'intéresse beaucoup aux 10 dernières années de la vie de la personne. Donc, c'est-à-dire que personne ne naît saint. Et cette sainteté, elle se développe au fur et à mesure de sa vie. Et donc, elle regarde toute la vie, bien sûr, mais elle regarde beaucoup les 10 dernières années, voir s'il y a une accélération spirituelle aussi à la fin de la vie. Voilà. Donc, c'est tout ça qu'il faut montrer, en fait. Voilà. Alors après, bien sûr, ça s'appuie aussi sur des faits concrets, bien sûr. Et alors les grands traits de la personnalité, de la personne qu'était le professeur Lejeune, et ceux qui, lesquels sont les plus caractéristiques selon vous? Alors, j'ai toujours envie de répondre par toutes les vertus, parce que toutes sont très extraordinaires. Il y a vraiment, bien sûr, la vertu de foi, qui est particulière chez Jérôme Lejeune. Bon, d'abord, il avait une foi tout à fait évidente depuis son enfance, qui s'est déployée dans sa vie de façon évidente, sans rupture, sans rejet. Voilà. C'est intéressant, je trouve, parce qu'on a un peu tendance aujourd'hui à mettre sur un piédestal ceux qui se sont convertis, ce que je trouve merveilleux, évidemment. Mais on oublie aussi que la foi qui se développe depuis le baptême dès l'enfance peut aussi être très profonde et peut aussi amener à la sainteté. Voilà. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de causes françaises, causes de canalisation en cours de personnes françaises aujourd'hui, où on voit que ces personnes-là ont reçu la foi vraiment sur les genoux de leur maman. C'est le catéchisme qu'ils ont reçu, l'exemple qu'ils ont reçu, qui fait que ce sont des grandes personnes... des grandes âmes. Voilà. Donc Jérôme Lejeune a bénéficié de cette foi qui s'est développée depuis son enfance, mais là où elle joue un rôle particulier chez Jérôme Lejeune, c'est que c'était une intelligence extraordinaire. C'était vraiment un génie, au sens propre du terme. Hein. On peut l'appeler un génie. Or, vous savez que la foi, c'est quoi? C'est la vertu de l'intelligence qui est aimantée par la vérité, qui est orientée à la vérité. Voilà. Donc Jérôme Lejeune a vraiment manifesté dans sa vie de façon éclatante cette attraction de la vérité par son intelligence. Et donc elle a vraiment guidé sa vie de chercheur. Et il a toujours montré comme scientifique qu'il n'y avait pas de contradiction entre la foi et la science. Et dans le milieu scientifique, c'est aussi très héroïque. Oui, on pourrait presque dire que chez lui, la foi et la génétique s'accordent. Tout à fait, tout à fait. Et il l'a beaucoup montré dans beaucoup de conférences, beaucoup d'articles. Et c'était très beau d'ailleurs. C'était très beau parce que il éclaire aussi nos intelligences. Puis tout paraît simple quand on l'écoute. Beaucoup de gens qui l'ont entendu disent mais avec Jérôme Lejeune c'est extraordinaire. J'avais l'impression de devenir intelligent. J'avais l'impression que je pouvais devenir généticien demain matin ou être physicien. Voilà, il expliquait de façon très simple, avec ce double regard de scientifique et de croyant. Et c'est important de bien voir cette unité intérieure. C'est-à-dire qu'il n'était pas scientifique la semaine et chrétien le dimanche, et il était vraiment tout un. Ce qui parfois perturbait certains chrétiens, parce que, je donne un exemple, quand il lit la Genèse ou quand il lit l'Évangile, c'est le scientifique qui lit la Genèse, qui lit l'Évangile. Évidemment, comme généticien, la Genèse le passionnait. Donc, la création d'Adam et Ève, donc il a beaucoup travaillé sur ce sujet, beaucoup publié, fait des conférences. Comment était possible l'apparition d'Adam et Ève? Il a, du coup, évidemment, travaillé un peu sur le darwinisme, etc. Donc, ensuite, je vous donne un exemple, quand il lit la Visitation. Alors, nous, on lit la Visitation, il y met beaucoup, le mystère, évidemment, de l'Annonciation et la Visitation. J'aime l'appeler le serviteur du Verbe incarné, mais on reviendra peut-être dessus après. Et donc, quand il lit la Visitation, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la Sainte Vierge qui part en hâte, festinavit. Elle part en hâte voir sa cousine, Élisabeth. Et Jérôme Lejeune, qu'est-ce qu'il fait? Il calcule. Il dit voilà, il y a tant de kilomètres entre les deux endroits, donc à pied ou à dos d'âne, c'était 1 semaine maximum. Donc comme la Sainte Vierge est partie rapidement après l'Annonciation, quand elle est arrivée chez Élisabeth et que Jean-Baptiste a tressailli dans le sein de sa mère, eh bien Jésus avait à peu près 1 semaine. C'était un embryon d'1 semaine. Vous voyez, donc on se dit, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui avait calculé. Il était généticien à toute heure. Généticien et puis scientifique, vous voyez, il fallait qu'on calcule, on observe, voilà. Mais ce qui est chez lui remarquable, c'est que on n'est évidemment pas reconnu par l'Église et en voie de canonisation parce qu'on était un génie et qu'on est intelligent, parce que sinon il y en aurait beaucoup plus. Mais lui, c'est justement cette unité entre le cœur et l'intelligence. Exactement. C'est quelqu'un, je vous cite, c'est quelqu'un qui était reconnu pour sa grande douceur, son humilité,
qui touchait beaucoup ceux qui le rencontraient. Elle était jointe à une immense intelligence, on vient de le dire, et son amour inconditionnel pour toute personne humaine. Oui, ça c'est la deuxième vertu sur laquelle, bien sûr, tout se joue, c'est la vertu de charité. Et donc la vertu de foi, c'est cette intelligence. Je réinsiste là-dessus parce que c'est important de voir que la sainteté de Jérôme Lejeune montre que pour être saint, il ne faut pas abdiquer la raison. Ça, c'est très important. Dans le monde contemporain, c'est très important. Voilà. Et au contraire, l'intelligence est au cœur de la sainteté. C'est très intéressant et c'est très important. Et puis, la deuxième vertu, évidemment, qui est essentielle et qui résume toutes les autres, c'est la vertu de charité dont vous venez de parler. C'est vraiment, c'est Saint Paul, s'il n'y avait pas la charité, tout le reste ne servirait à rien. Donc, la charité, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu et par amour de Dieu, l'amour des hommes. Voilà. Donc c'est pas juste l'amour des hommes sans Dieu, ça c'est ça peut être de la générosité, ça peut être des œuvres caritatives, etc. Mais c'est pas la charité au sens propre de la vertu. Et Jérôme Lejeune, ça a vraiment été le moteur de sa vie, c'était l'amour inconditionnel qu'il portait à ses patients. Et au-delà de ses patients, qu'il portait à toute personne. Et on voit dans le combat des idées qu'il était très ferme, très clair, mais il répétait toujours à ses proches, je ne combats pas les hommes, je combats les idées fausses. Et quand, Dieu sait qu'il a reçu beaucoup d'attaques, avec beaucoup de violence, et ses proches étaient sidérés, ils disaient, mais comment tu peux rester aussi calme, d'abord tu n'as pas peur, et comment tu restes aussi calme? Il disait, mais c'est pas moi qu'ils attaquent en fait, ce sont les idées, donc, et c'est pas pour moi que je me bats, c'est pour mes petits patients. Donc en fait, ça ne le touchait pas personnellement, il en faisait pas une question personnelle, c'était vraiment, il était dans un témoignage de la vérité, un témoignage de l'amour, et ce qui lui permettait de rester très, très calme, très posé, de pas du tout réagir sur un plan de l'agressivité, pas du tout. C'est toujours, conduit par la charité et de patients et de son entourage, et même de ceux qui se considéraient comme ses ennemis. C'est intéressant de voir cette double articulation intelligence et amour, vérité et charité. C'est quelqu'un qui avait par exemple un contact exceptionnel avec ses enfants atteints de trisomie. Il avait vraiment une relation avec eux et il leur parlait comme à des personnes qui étaient respectées, alors qu'à cette époque-là, on les mettait à part. Voilà. Et on les appelait mongoliens. Voilà, exactement. Et moi, je suis très marquée, très touchée par tous les témoignages que j'ai reçus comme ça de parents, d'enfants qu'on appelait mongoliens, comme vous le disiez justement. Et en fait, ils ont tous presque le même témoignage, ce qui est presque étonnant, parce qu'on a envie de dire, mais ils se sont donné le mot et c'est pas possible. Bon, évidemment non. Et en fait, ils sont tous marqués par la façon dont le professeur Lejeune les accueillait. Faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire qu'ils arrivaient avec un Mongolien dans les bras, ou sur les bras, je dirais, dont personne ne voulait, qu'on cachait à l'époque. Pourquoi est-ce qu'on les cachait? Parce qu'on ne savait pas d'où ça venait. Donc on disait c'est peut-être contagieux. S'il y en a un dans la famille, il y en aura d'autres. Les jeunes filles qui avaient un frère ou une sœur mongolienne ne se mariaient pas. C'est pour ça qu'on les cachait aussi, pour que les sœurs puissent se marier. Bon, ils étaient évidemment jamais invités dans les fêtes de famille. Donc non seulement vous aviez un enfant handicapé dans votre famille, mais en plus vous aviez personne pour vous aider, et en plus vous aviez le regard accusateur de la société, donc vous deviez le cacher. Donc c'était vraiment la triple peine. Bon. Et puis arrive Jérôme Lejeune, et donc on entend parler de ce médecin, puis ce professeur à Paris. Donc oui, les gens arrivent de l'autre bout de la France avec leurs Mongoliens dans les bras, on monte à la capitale, on va voir un grand professeur très connu à l'hôpital Necker. Donc c'est quand même beaucoup, beaucoup de stress pour les parents. Bon. Et puis ils arrivent et ils voient ce jeune professeur avec son regard absolument incroyable, très doux, très humble, qui les accueille. Et alors tout le monde me décrit cette scène où Jérôme Lejeune est assis, prend l'enfant sur ses genoux et en fait il l'allonge sur ses genoux, il avait un tablier, il l'allonge, puis il commence à prendre les mains du petit bébé, puis à jouer avec les mains et à regarder les plis palmaires, parce que vous savez que les enfants trisomiques n'ont pas les mêmes lignes de la main que nous. Donc il regarde les mains, et puis il regarde l'enfant vraiment dans les yeux, et puis il demande à la maman, comment s'appelle votre fils, comment s'appelle votre petite fille? Et là la maman dit, il s'appelle Paul, il s'appelle Marguerite. Et toutes les mères qui ont témoigné, qui m'en ont parlé directement, me disent, c'est au moment où il nous a demandé comment s'appelait notre enfant, où j'ai dit le nom, que j'ai réalisé que c'était vraiment mon fils. C'était pas un Mongolien qu'on allait devoir porter toute notre vie, mais que c'était mon fils, qui s'appelait Paul, qui avait un chromosome en plus, mais c'était d'abord mon fils. Et en plus, on n'était plus seuls, il y avait ce professeur extraordinaire qui allait nous aider. Et
on peut dire presque il y avait une espèce de miracle dans cette rencontre. Pourtant, Jérôme Lejeune disait rien d'extraordinaire. Hein. Il leur disait simplement un peu ce qui allait se passer, comment allait être leur enfant. Il en disait ni trop ni pas assez. Voilà, juste ce que les parents pouvaient entendre à ce moment-là. Donc rien d'extraordinaire. Et pourtant, les parents repartaient transformés. Et ils disent, il y a eu un avant et un après notre consultation avec le professeur Lejeune. Et ils disent tous ça. Voilà. Son regard et cette façon de demander le nom de l'enfant. Voilà. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas très bien le professeur Lejeune, et sans rentrer trop dans le détail, parce que Thierry de la Vitte-Jégu en a parlé récemment, mais il y en a peut-être qui vont découvrir le professeur Lejeune en écoutant cet épisode avec vous. Sa grande trouvaille, c'est le chromosome supplémentaire, c'est la trisomie 21. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est une grande découverte scientifique à échelle mondiale. Oui, parce que pareil, il faut le repositionner dans le contexte. Hein. Là, on est en 58. Et donc, c'est vraiment les balbutiements de la génétique moderne. Et en fait, à l'époque, enfin, jusqu'en 1956, on croyait que l'être humain avait 46 chromosomes. Voilà. Et cette découverte a été extraordinaire dans le contexte de l'époque, donc en 58, puisque on sait juste depuis 2 ans que l'être humain a 46 chromosomes. Voilà. Donc aujourd'hui, on apprend ça à la maternelle, tout le monde le sait, mais à l'époque, c'était une première découverte, le fait que l'être humain, l'homme, ait 46 chromosomes. Et Jérôme Lejeune, qui depuis 1952 essaie de trouver les causes du mongolisme, avait à partir de plusieurs analyses, de nombreuses analyses et beaucoup de travail et quelques publications déjà signées avec son chef, le professeur Turpin, en avait conclu que l'origine du mongolisme était due arrivait dès la conception de l'embryon et peut-être était due à un chromosome en moins. L'idée, c'était plutôt un chromosome en moins. Évidemment, quand on parle de handicap mental, spontanément, on pense quelque chose en moins. On n'imagine pas en plus. Voilà. Et donc, quand en 56, on apprend avec certitude que l'homme a 46 chromosomes, il s'est dit, on va aller voir du côté des chromosomes si les Mongoliens n'ont pas un chromosome en moins. Et à ce moment-là, arrive des États-Unis une jeune médecin, Marthe Gauthier, qui rapporte des États-Unis une technique de culture des chromosomes, culture cellulaire, qui permet justement de cultiver les cellules, éclater les chromosomes et les compter au microscope. Voilà. Donc pendant 2 ans, avec Jérôme Lejeune, donc ils améliorent cette technique. Parce que nous, maintenant, ça paraît très simple. Mais pour vous donner une idée, c'est un peu comme compter des vermicelles dans le fond d'une assiette à soupe. Donc c'est quand même pas très facile, surtout avec les microscopes de l'époque. Jérôme Lejeune avait beaucoup retravaillé son microscope. Donc pendant 2 ans, ils mettent au point cette technique. Et en 58, donc Jérôme Lejeune, qui lui recevait aussi, en parallèle de la recherche, recevait les patients qu'on appelait encore mongoliens, donc fait une culture d'un tissu de patients mongoliens et donc en juin 58 observe qu'il y a 47 chromosomes au lieu de 46. Donc il est étonné, très étonné par cette observation, il dit 47 mais c'est vraiment bizarre et il part aux États-Unis où il est envoyé pendant 3 mois pour faire des congrès de génétique et donner 2 mois de cours de génétique dans un des meilleurs laboratoires en Californie. Ce qui montre que déjà, avant la découverte de la trisomie, il était déjà reconnu comme un des meilleurs généticiens de France, alors qu'il était tout jeune. Et il était déjà nommé expert auprès de l'OMS sur les radiations atomiques, expert pour la France. Donc c'est pour vous montrer que même avant la découverte de la trisomie, c'était déjà un généticien reconnu alors qu'il était tout jeune. Et donc il part aux États-Unis avec les photos de cette de ce cariotype, donc de ces chromosomes de l'enfant mongolien, et il montre ça à quelques collègues dans les couloirs. Et tout le monde trouve ça un peu étonnant comme observation. Et lui, c'est pas très bien. Il dit en fait, c'est peut-être un chromosome qui s'est coupé en 2. Vous voyez, donc il y a 46, puis il y en a un qui s'est cassé en 2, et donc je crois voir 47, mais en fait c'est juste un qui est coupé en 2. Et donc il revient en France 3 mois plus tard, et au mois de décembre, il se remet à chercher, et sur 2 nouveaux enfants mongoliens, il fait des photos sur les chromosomes, et il observe que là il y a 47 chromosomes. Et là, il dit à son boss, professeur Turpin, il dit là, il faut qu'on publie parce que visiblement, il y a quelque chose d'étrange. Voilà, il faudrait déjà qu'on dise qu'on a observé sur 3 cas, apparemment 47 chromosomes. Et cette publication, donc, a lieu en janvier. Il y a presque une course de vitesse avec les Anglais, d'ailleurs. Oui, alors, les Anglais, ça va arriver un peu après. C'est au mois d'avril. Donc, ça fait 4 mois de différence, ce qui est beaucoup en sciences. Et alors, de toute façon, voilà, c'était dans l'air du temps, hein. Tout le monde se mettait à chercher sur ces sujets-là. Les
découvertes, de toute façon, elles se font toujours un peu... il y en a une équipe qui va plus vite que d'autres, mais on va forcément au diapason des progrès de la science dans le monde. Hein. Donc voilà. Et donc sur ces trois cas, il publie en janvier 59. Et après, il retrouve 6 nouveaux cas. Il publie en mars et puis il republie en avril. Et les Anglais publient après la 3e publication française, dans lequel ils citent les 2 premières publications françaises. Donc il y a bien une antériorité française qui est prouvée, ne serait-ce que par la publication anglaise, qui cite les publications de Jérôme Lejeune, Marthe Gauthier et Turpin. Donc les 3 signent, hein, évidemment, Jérôme Lejeune comme premier, puisque c'est vraiment lui qui a eu qui a fait tout le travail de recherche, d'analyse depuis les 1952, donc c'est 6 ans, 7 ans de travail. Marthe Gauthier, parce qu'elle a beaucoup aidé en apportant cette technique qu'elle avait apprise aux États-Unis, qui a été beaucoup retravaillée aussi par Jérôme Lejeune, mais voilà, qui était importante. Et puis le professeur Turpin en 3e et dernière position, puisque c'est le chef du service, et le chef du service signe toujours en dernier. Voilà. Donc c'est vraiment une découverte reconnue et vraiment une découverte très importante. Très importante parce que c'est la première aberration chromosomique qui est identifiée chez l'homme. Voilà. Donc sur le plan de la génétique, c'est une espèce de révolution, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on apporte la preuve qu'une maladie est due à un chromosome en trop. Déjà un problème chromosomique et en plus un chromosome en trop. Et puis c'est vraiment évidemment une révolution pour les parents d'enfants mongolien, que Jérôme Lejeune ne veut plus appeler mongolien et appelle trisomique 21 pour 3 chromosomes 21. Donc c'est tout le regard sur le mongolisme dont on parlait au début qui change. Et c'est plus la fatalité, c'est plus une honte, c'est plus parce que le père était accusé d'être alcoolique ou d'avoir la syphilis, parce que c'était ça à l'époque. Hein. Et c'est juste, il y a un chromosome en plus, vous n'y pouvez rien, c'est pas contagieux, c'est pas héréditaire. Voilà, donc ça libère totalement les familles. Et le professeur Lejeune, au début, il est reconnu par ses pairs. Il a une position, il va être nommé professeur à la faculté de médecine de Paris. On crée pour lui la chaire de génétique. Exactement. À partir de cette découverte, alors sa carrière qui avait déjà très bien commencé, là, s'envole. Les États-Unis veulent absolument le récupérer. Ils créent pour lui une chaire aux États-Unis. Ils lui proposent des ponts d'or. Jérôme Lejeune refuse. Alors que, faut voir quand même, hein, c'est dans les années, donc début des années 60. Le niveau de vie en France n'est pas encore énorme, la guerre n'est pas si loin, on lui propose aux États-Unis un salaire dont il n'aurait jamais pu rêver en France, mais ça ne l'intéresse pas. En fait, il veut vraiment rester en France, travailler en France. Et la France a quand même très peur de le voir partir, et donc on le nomme professeur de médecine, et on crée pour lui la première chaire de génétique fondamentale, et on le nomme à Necker, et il devient professeur du service de Necker. Il est nommé aussi entre-temps doyen de la faculté de médecine Paris-Descartes, qui vient de fusionner cette année, là, mais voilà, donc qui à l'époque s'appelle la faculté des Cordeliers, mais qui était Descartes jusqu'à cette année. Voilà, donc vraiment, et puis il est nommé dans... Est-ce qu'il n'est pas ennuyé, même le mot est peut-être plus fort qu'ennuyé, soucieux de savoir que sa découverte peut engendrer plus d'avortements ? Ah, mais à l'époque, il n'en est pas question. On est en 58, donc l'avortement est un non-sujet, en fait. Donc, il n'y a aucune ombre à cette découverte. Il y a peut-être une pression qu'il se met, lui, davantage. Maintenant qu'on a découvert les causes, il faut vraiment trouver comment les guérir, parce que c'est pas tout de savoir pourquoi. Maintenant, il faut trouver comment les guérir de cette perturbation, du coup, génétique, due à un chromosome en plus, donc des gènes en plus. Ce n'est qu'à la fin des années 60 que la question de l'avortement commence à se poser, et à ce moment-là, bien sûr, pour lui, ça devient un crève-cœur de voir que sa découverte va être utilisée justement contre ses patients. Oui, j'ai fait un saut historique en quelque sorte, un petit bond de 10 ans, mais il est évident que cette découverte est d'abord un immense signal d'espoir qu'on va peut-être trouver, qu'on va soigner un jour la trisomie. C'est aussi, évidemment, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, un message formidable pour les parents, qui se sentent enfin accompagnés et plus montrés du doigt. Mais effectivement, cette question de l'avortement et cette question de l'utilisation de cette découverte par la science va venir, et je pense à ce qui s'est passé 10 ans plus tard, à la fin des années 60, où là, le professeur Lejeune, à San Francisco, je crois, dans un hôtel au Sheraton, va prononcer un discours devant un corps de scientifiques prestigieux, qui va être une vraie bombe. Oui, parce que là, il est au sommet de sa gloire. Il a reçu tous les prix possibles. Il est nommé membre. Il fait partie de toutes les académies scientifiques dans le monde, qui comptent. Il préside tous les congrès de génétique. C'est vraiment la star. Il faut voir que
le professeur Jérôme Lejeune en génétique est la référence dans le monde. Voilà. Et on le voit dans tous les courriers qu'il reçoit du monde entier, on lui demande son avis, etc. Bon. Et en 69, donc, il reçoit le Allen Memorial Award, qui est donc le plus grand prix de génétique au monde, à San Francisco, comme vous disiez. Et donc, il part pour recevoir ce prix, dont il est très honoré. Et en même temps, on est déjà à une période où dans les congrès de génétique, depuis 2-3 ans, il commence à observer qu'on propose la sélection des enfants trisomiques avant la naissance et puis donc leur élimination. Parce que l'avortement commence aussi à être dépénalisé aux États-Unis. Voilà, et ça commence à être dans les discours et voilà. Et donc ça, lui, comme médecin, il dit, c'est un non-sens. C'est le contraire même de notre métier. Si on n'est pas médecin pour éliminer ceux qui sont malades, on est médecin pour essayer de guérir, en tout cas de soigner, d'accompagner ceux qui sont malades. Voilà. Donc on s'attaque à la maladie, mais pas aux malades. Et du coup, il disait un peu avec cette formule restée célèbre, qu'est-ce que c'est que cette médecine à la Molière, qui dit, je n'arrive pas à supprimer la maladie, eh bien supprimons le malade. Voilà. Donc, pour lui, c'est un contresens intellectuel, c'est une négation de la médecine. Vous voyez, même en deçà de toute question morale, c'est vraiment, sur le plan de l'intelligence pure, c'est un contresens. Voilà. Et en fait, comme il voit que ce discours est de plus en plus prégnant dans la communauté scientifique, eh bien, à la remise du prix, il se dit, voilà, peut-être une occasion inespéré qui ne se représentera pas, de pouvoir dire à tous mes confrères les plus importants, les meilleurs généticiens du monde qui seront là ce jour-là, eh bien de les faire réfléchir, voilà, au sens de notre travail, de notre vocation. Et donc il fait un discours absolument magnifique. Et courageux, parce que très courageux. Il dit on devrait pousser la logique en créant l'Institut national de la mort. Voilà, il finit là-dessus, effectivement. En fait, tout le discours, il dit, voilà, je vous invite à réfléchir au sens de la médecine, de la génétique. Alors, est-ce que c'est pour soigner? Est-ce que c'est pour sélectionner? Si on sélectionne, à ce moment-là, qui donne les critères de sélection? Qui est le juge d'application des peines? Donc, il va au bout, c'est très logique. C'est très important de dire que, évidemment, il est chrétien, mais il parle en tant que scientifique. Exactement. Et médecin fidèle au serment d'Hippocrate. Exactement. Et également, comme on l'a dit tout à l'heure à un moment de cette émission, simplement en lui, la morale chrétienne et la génétique s'accordent. Voilà. Le respect de la vie. Voilà, tout va dans le même sens. Voilà, on respecte la loi naturelle, on respecte la vie. Hippocrate, c'était 400 ans avant Jésus-Christ. Donc, et Hippocrate disait, voilà, dans le serment d'Hippocrate, le médecin dit, je ne donnerai pas de PCR abortif à une femme, même si elle me le demande. Évidemment, je ne tuerai pas. Et donc, quand on disait, Jérôme Lejeune, mais vous dites ça parce que vous êtes catholique, il disait non, je dis ça parce que je suis généticien. Et si l'Église catholique était pour l'avortement, eh bien, je ne serais plus catholique. Voilà. Donc, comme généticien, je sais que l'embryon humain est un être humain. Comme médecin, j'ai prêté le serment d'Hippocrate, comme tous les médecins de France, qui dit vous ne tuerez pas et vous ne donnerez pas de PCR abortif. Donc ça, c'était imparable. Et c'est pour ça que les journalistes le détestaient, parce qu'ils ne pouvaient rien répondre à ça. Et une fois, il y a une anecdote comme ça, il était sur un plateau télé d'une grande émission, et Madame Lejeune avait été l'accompagner. Et elle était dans les coulisses. Et c'était quoi, les dossiers de l'écran ou... Non, je ne sais plus c'était pas les dossiers de l'écran. Et les journalistes n'avaient pas repéré que Madame Lejeune était Madame Lejeune, et donc parlaient, les techniciens, librement. Et en fait, il était tellement bon qu'à un moment, elle les entend qui disent « Le salaud, il est trop bon, on ne le réinvitera jamais ». Parce que c'était imparable. Il s'était, voyez, toujours sur le plan de l'intelligence, de la raison, de la loi naturelle. Et toute personne de bonne volonté, en fait, ne pouvait qu'adhérer à ce qu'il disait. Et donc, on ne l'invitait plus parce que sa parole... Alors, c'est pas que les journalistes, c'est le corps scientifique qui réagit. Alors après ce discours, parce qu'en fait, comme vous disiez, à la fin, il dit donc faut être logique. Si on décide de sélectionner les êtres humains avant leur naissance parce qu'ils sont handicapés, à ce moment-là, il faut changer le nom de l'organisme qui nous invite aujourd'hui, National Institute for Health, donc l'Institut national de la santé, en National Institute for Death, l'Institut national de la mort. En plus, il était très doué dans les jeux de mots. Autant vous dire que ça a été accueilli justement par un silence de mort. Personne n'a applaudi. Il faut voir quand même, il est au sommet de sa carrière, c'est comme s'il recevait le prix Nobel. Il a le culot devant cette assemblée, au lieu de faire le discours habituel, merci beaucoup, félicitations, etc., de les appeler à réfléchir, et il retourne à sa place avec pas un applaudissement. En plus, il faut voir, dans une société américaine où tout le monde s'applaudit, et toujours tu es fantastique, tu es merveilleux, etc. Non, là, rien. Il devait s'y attendre.
il savait qu'il se ferait pas que des amis en disant ça. Les gens sont même écartés de lui, hein, personne lui a serré la main, etc. Et il est rentré après en France et il a écrit dans son journal je savais qu'on me reprocherait de voir combien justement la génétique humaine et la réalité chrétienne vont de pair, combien on me reprocherait de ne pas vouloir avorter ces enfants trisomiques et que je perdrais mon prix Nobel en affirmant cela. Mais entre tordre le cou au prix Nobel ou tordre le cou aux enfants trisomiques, il n'y avait pas à hésiter. Prix Nobel auquel il pouvait... qu'il aurait dû avoir. Et il a été proposé 3 fois au prix Nobel. Et 3 fois, on a dit non, parce que, clairement, et c'était dit comme ça, parce qu'il était contre l'avortement et que donc ça lui donnerait trop de visibilité. Alors lui qui était nommé professeur à la faculté de médecine, pour qui on crée la chaire de génétique, là pour le coup il va être isolé, il va être presque mis au banc du corps scientifique et dans les années 70 en plus, ce qui n'arrange rien, c'est la lutte contre la loi permettant l'avortement, la discussion en 1974-75, la loi Simone Veil, il va être un des opposants les plus marquants à cette loi. Donc ça va l'ostraciser davantage vis-à-vis du corps scientifique qui va l'assimiler à un ringard, à quelqu'un de catho, ringard et rétrograde en quelque sorte. Oui, vous avez tout dit. Après ce discours de San Francisco, effectivement, on voit très bien la courbe des invitations. Oui, j'ai accéléré un petit peu. Non, mais c'est tout à fait ça. La courbe des invitations des congrès s'écroule. Ensuite arrivent effectivement les débats en France sur la loi Veil. Donc, sur lequel, en fait, c'est intéressant parce que Jérôme Lejeune, c'est pas un combattant, vous voyez, c'est pas du tout un Don Quichotte, il dit je vais changer le monde, je vais prendre la défense de la veuve et de l'orphelin, etc. Pas du tout. Par contre, il ne se dérobe pas. Et quand son devoir l'appelle, quand la vérité l'appelle, quand l'amour de ses patients l'appelle, quand ses patients l'appellent, il ne se dérobe pas. Et justement, un des premiers débats télévisés en France pour faire passer la loi sur l'avortement, il faut bien savoir que dès les premiers débats, les premiers visés, c'était les enfants trisomiques. Hein. C'est pas arrivé après. On voulait commencer par ça, en fait, en disant l'opinion va accepter pour les enfants handicapés, puis une fois qu'elle aura accepté pour les enfants handicapés, elle acceptera pour les autres. Et donc, une des premières émissions, justement, là, pour le coup, je crois que c'était au dossier de l'écran, il y avait le député Perret qui proposait ça, et puis Jérôme Lejeune qui discute en face et qui défend ses patients. Voilà. Et en fait, il reçoit des courriers magnifiques dans les jours qui suivent, dont une petite jeune fille. La maman dit, notre fille hier regardait la télévision et j'ai voulu la faire sortir quand c'était trop clairement orienté contre les enfants comme elle, et elle voulait pas, elle s'accrochait au bras du fauteuil et elle comprenait très bien, et elle disait vas-y professeur, et la maman dit mais j'en avais les larmes aux yeux parce qu'elle comprenait très bien ce qui se passait. Et le lendemain, la jeune fille a écrit au professeur en disant merci professeur, tu m'as défendu hier, tu étais beau hier, tu m'as défendu. Voilà. Contre ceux qui veulent nous mettre à mort. Voilà. Et puis elle disait qu'est-ce qu'ils veulent ces imbéciles, ils veulent tuer les Mongoliennes. Donc et elle avait très bien compris. Et après cette émission ou une autre du même type, il va à sa consultation le lendemain matin et il y a un petit garçon trisomique qui arrive en pleurs et qui se jette dans ses bras et qui lui dit professeur, défends-nous. Et là, il demande aux parents, il dit mais qu'est-ce qui se passe? Et là, les parents disent en fait, notre fils a regardé l'émission hier, il a très bien compris qu'on parlait des enfants comme lui. Et en fait, ce jour-là, Jérôme Lejeune est rentré chez lui, déjeuner comme tous les jours. Mais ce jour-là, Madame Lejeune, il est venu, il est arrivé, il était blanc comme un linge, les larmes aux yeux. Et elle lui dit mais qu'est-ce qui se passe? Et il a dit en fait, je vais être obligé de prendre leur défense publiquement, parce que si moi qui suis leur avocat naturel, je ne le fais pas, eux ne pourront pas se défendre tout seuls. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé de les défendre publiquement, quoi, d'accepter ces invitations à la télévision pour les défendre, et puis de commencer à faire des conférences et de parler. Mais lui, c'était un médecin, c'était un chercheur. Il n'était heureux qu'avec ses patients et dans son laboratoire de recherche. Il avait cette quasi-obsession de trouver comment les guérir. Et puis, bien sûr, en famille. C'était pas du tout quelqu'un qui aimait la télévision, qui aimait... Oui, c'était même un bricoleur hors pair, j'ai découvert ça. Oui. Même un désherbant assez incroyable avec un fer à repasser. Voilà, bon. Non, mais c'était une espèce quand même de professeur tournesol à 16 heures aussi. Donc, vous voyez, c'est pas un militant du tout. Et en fait, mais il s'est pas dérobé. Et du coup, finalement, il est devenu cette espèce de héros, pas héros au sens héroïque, mais héros au sens de parler, voilà, de la cause de la vie. Et
il avait pour lui cette intelligence extraordinaire, un don de la répartie aussi extraordinaire. Il pouvait clouer d'un mot ses opposants. Tout en étant très calme. Et comme il était très charitable, il ne le faisait pas, mais enfin, ses réparties sortaient quand même de façon très vive. Donc, il était très fort. Et puis, il avait fait beaucoup de théâtre et il avait une grande capacité d'élocution. Donc, ça le servait évidemment beaucoup la cause de la vie. Alors, il perd ses amis. Il perd pas tous ses amis, mais il en perd quand même pas mal. Le milieu scientifique l'isole. Comment va-t-il pouvoir poursuivre sa recherche, puisque là, pour le coup, même les soutiens financiers, les subventions doivent... sont supprimées. C'est-à-dire qu'on ne l'invite plus. Dans les années 80, le CNRS lui coupe ses subventions de recherche. Donc, à partir de ce moment-là, la recherche en France sur la trisomie n'est plus financée par le CNRS. Donc, c'est que par des dons privés, soit de Français qui veulent soutenir Jérôme Lejeune, soit de l'étranger. Donc, le Guatemala, le Venezuela, les États-Unis et l'Australie. Voilà. Donc, Jérôme continue ses recherches grâce à cet argent-là. Son équipe le quitte. Le CNRS ouvre un laboratoire parallèle pour que son équipe puisse le quitter. Donc, ne reste avec lui que le professeur Marie-Odile Rétoré, enfin, qui n'est pas professeur à l'époque, mais voilà, le docteur Marie-Odile Rétoré. Donc, il se retrouve quand même au sommet de sa carrière. Un beau jour, il se retrouve dans son laboratoire, assis sur des caisses en bois, des caisses en carton, et il n'y a plus rien. Le matériel est parti, l'équipe est partie, il n'a plus de recherche. Il faut voir ce que ça représente. D'autres s'en seraient jamais remis, parce que c'est très C'est vraiment une traversée du désert. Et je ne suis pas sûre que son entourage ait mesuré à quel point c'était une traversée du désert à l'époque. Maintenant, avec le recul, on s'en rend compte. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que ce monde s'est fermé, et l'a rejeté, et au même moment, un monde beaucoup plus finalement vaste et large s'est ouvert, c'est le monde entier, où il a été invité à témoigner dans les tribunaux, les parlements, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, partout, en tant que généticien, sur qu'est-ce que c'est que les débuts de la vie, qu'est-ce que c'est que l'embryon, puisque c'était l'époque où toutes les lois sur l'avortement, les lois de bioéthique commençaient à se mettre en place, et donc on l'invitait partout à venir défendre Et puis il y a un soutien de l'Église qui est de plus en plus important et qui est marquant, parce que, encore de son vivant, le pape Paul VI va le nommer expert de l'Académie pontificale des sciences. Paul VI va mourir juste après. Arrive Jean-Paul II, avec lequel le professeur Lejeune va avoir une relation vraiment d'amitié personnelle très forte. Jean-Paul II va même faire de lui le premier président de l'Académie pontificale pour la vie. Et les relations sont très fortes. J'ai même des informations, vous confirmez ou pas, mais qui me disent que le jour de l'attentat, c'est dans le livre, que le jour de l'attentat de Jean-Paul II, il venait déjeuner avec... professeur Lejeune et Birthe Lejeune. Exactement. Oui, c'était... Ils sortaient de table, en fait. Le Exactement. En fait, il y a eu cette rencontre, comme vous disiez, lors d'un rassemblement de l'Académie pontificale des sciences. Et Jean-Paul II venait d'être élu et du coup a été rencontrer les académiciens et leur a fait un discours absolument magnifique sur la foi et la science. Et je pense que Jérôme Lejeune, en entendant ce discours, a dû tomber amoureux de Jean-Paul II. Parce que le discours est très beau et ça rejoint tellement ce que pensait Jérôme Lejeune. Donc il y a eu forcément, je pense, un coup de foudre intellectuel à ce moment-là. Et ensuite, il a pu rencontrer le Saint-Père et une amitié est vraiment née entre eux, intellectuelle et spirituelle. Il y avait beaucoup de points communs entre les deux, en fait. Lesquels ? Ce regard d'amour sur le monde, sur la création, sur la vie, sur la fragilité, enfin la vie fragile. Pas la fragilité en tant que telle, je ne fais pas l'apologie de la fragilité en tant que telle, mais de la vie fragile, voilà, qui doit être protégée, aimée. Ce goût du théâtre, tous les deux. Beaucoup d'humour tous les deux, grande intelligence tous les deux. Donc vraiment, il y avait beaucoup de proximité entre eux. Et donc, à chaque fois que Jérôme Lejeune venait à Rome pour l'Académie pontificale des sciences, le Saint-Père l'invitait à venir à sa messe privée, dans sa chapelle privée, et ensuite à prendre le petit déjeuner avec lui. Bon. Et une fois, il l'avait invité à déjeuner, donc là c'est en 81, donc en fait c'est quand même dans les débuts de leur rencontre. 13 mai 81. Voilà, 13 mai 81, c'est au début de leur rencontre. Mais il y a déjà cette amitié forte entre eux. Et le Saint-Père l'avait invité avec donc Birthe à déjeuner avec lui. Et donc Jérôme et Birthe sont allés déjeuner, bien sûr. Et ils se sont quittés. Jérôme et Birthe sont repartis à Fiumicino prendre l'avion. Et donc, curieusement, à Fiumicino, tout était bloqué. En fait, ils sont montés dans l'avion. Et là, l'avion bloqué au sol. Aucune information. Ils ont attendu 3 heures dans l'avion. On leur disait rien. Ils ne savaient pas pourquoi. Bon.
Et finalement, l'avion décolle, ils arrivent à Paris. Jérôme rentrait parce qu'il faisait une petite conférence ce soir à des étudiants. Ils arrivent à Paris, ils prennent le taxi. Et là, dans le taxi, ils entendent en boucle à la radio les condoléances qui arrivent du monde entier. Et du coup, ils disent au chauffeur de taxi, mais qui est mort? Et le chauffeur dit, ah ben vous n'êtes pas au courant, le pape est mort. Ça a fait un tel choc à Jérôme Lejeune. On n'était pas sûr qu'il soit mort, mais là... Mais là, à l'époque, l'information était, il est mort. Vous savez, bon, voilà. Ça a fait un tel choc à Jérôme Lejeune que, en fait, il s'est senti mal dans le taxi. Ils sont arrivés rue Galland, là, chez eux, et au pied de Notre-Dame. Et là, en boucle, on voyait à la télévision, vous savez, Jean-Paul II qui s'écroule dans les bras de Stanislas Dziwisz, son secrétaire. Et voilà. Et puis là, on apprend qu'il n'est pas mort, qu'il est en opération, d'urgence, etc. Et en fait, Jérôme est très perturbé et il dit mais si seulement ça avait été moi, voilà. Et puis il se sent pas bien, il va quand même faire sa petite conférence le soir, il revient chez lui toujours pas bien, il se couche et en pleine nuit, Madame Jeune est obligée d'appeler les urgences et il part à l'hôpital en urgence et il est opéré dans la nuit d'un calcul dans le cholédoque très dangereux. Et le chirurgien a dit, quelques heures près, peut-être qu'on ne le récupérait pas. Voilà. Et en fait, Mme Jeune dit qu'il est resté 2 ou 3 jours sans connaissance après cette opération. Donc, il a été vraiment très, très choqué. Et alors, la famille, Mme Jeune et les filles disent c'était très étonnant parce que en fait on entendait le bulletin de santé du pape à la radio. Le Saint-Père a ouvert les yeux, s'est réveillé. On allait à l'hôpital et on voyait que papa s'était réveillé, avait ouvert les yeux. Après on apprenait que le Saint-Père s'était assis dans son lit. On allait à l'hôpital, on voyait que papa s'était assis dans son lit. Après on voyait que le Saint-Père faisait ses premiers pas. Et ils disaient en fait pendant une semaine c'était les mêmes bulletins de santé. C'est parce qu'il y a une jumélité entre les deux. Alors voilà, ça a beaucoup marqué les femmes de la famille et quand elles ont dit à leur mari ou à leur père, vous voyez, tu vois, là, Jérôme, c'est un signe de votre amitié avec le pape. Et Jérôme disait, non, il n'y a pas de signe. Vous savez, en scientifique, non, il n'y a pas de signe. Enfin, c'est vrai que c'est quand même étrange. Il n'y a pas de signe, il y a des faits, et il y a un fait magnifique, c'est que en 1997, lorsque Jean-Paul II est venu au JMJ, Jérôme Lejeune était mort depuis 3 ans. Il est venu sur sa tombe, ce qui est exceptionnel. Lorsqu'un qu'un pape se rende sur la tombe dans un événement familial assez intime. Oui, c'était magnifique, c'était très, très émouvant. Sa tombe qui est en région parisienne. Voilà, qui est à Châlons-Saint-Marc, près d'Étampes. Et c'est vrai que le Saint-Père a vraiment tenu à pouvoir aller se recueillir sur la tombe de son ami. Et bien sûr, le grand savant, défenseur de la vie, au-delà de l'ami, il venait vraiment s'agenouiller devant toute la personnalité de Jérôme Lejeune. Et il avait d'ailleurs écrit une très belle lettre le jour de la mort de Jérôme Lejeune. Il a envoyé une très belle lettre au cardinal Lustiger à l'époque, disant sa peine de la perte de Jérôme Lejeune. Et vraiment, quand on lit entre les lignes, à peine entre les lignes d'ailleurs, on voit. Il dit, c'est un modèle pour les chrétiens de France et du monde. Il a vraiment donné toute sa vie, toute son intelligence pour le vrai bien de l'homme et de l'humanité. Et on comprend entre les lignes qu'il veut le donner comme modèle vraiment de chrétien. Et donc, il dit qu'il faut le canoniser. Il ne le dit pas comme ça parce qu'il ne peut pas, mais on comprend quand on connaît un peu le langage du Vatican. Et d'ailleurs, je sais qu'il avait dit à un proche, c'est quelqu'un qui est prêt pour la canonisation. Voilà. Il a eu un beau cadeau, professeur Lejeune, pour sa mort. Il est mort le jour de Pâques. Oui, au matin de la résurrection. Il est mort au petit matin de la résurrection. Et c'est ce que dit Jean-Paul II. Il dit, on ne peut pas ne pas y voir un signe. Lui qui a donné toute sa vie pour la vie est mort le matin de la victoire de la vie. Aude Dugast, on pourrait parler encore longtemps du professeur Lejeune, le temps est compté malheureusement, mais j'invite vraiment les auditeurs à découvrir le professeur Lejeune par ses livres que vous avez écrits, l'un au Salvator, le professeur Lejeune, donc c'est cette année, Portrait spirituel au fil des vertus, les vertus qui sont reconnues, l'héroïcité des vertus du professeur Lejeune. Et ce livre nous aide sur Jérôme Lejeune, mais même pour notre propre vie, je trouve, parce qu'on voit comment le déploiement des vertus dans notre vie nous permet de donner le meilleur de nous-mêmes et jusqu'à nous porter au vrai bonheur. Et on le voit vraiment avec Jérôme Lejeune. Voilà, c'est très beau à la fois sur Jérôme Lejeune et je trouve même sur notre propre vie, en fait. Oui, c'est un modèle qui nous accompagne au quotidien. À la fois très proche en même temps. Voilà, c'est un laïc, époux, père de famille, scientifique d'aujourd'hui. Donc on arrive assez facilement à se projeter, même si pas du tout la prétention d'avoir la même intelligence, en tout cas en ce qui me concerne. Mais voilà, c'est quand même plus facile pour moi que d'autres saints mystiques du Moyen-Âge. Voilà. L'autre livre, La liberté du savant aux éditions Artege, publié un petit peu avant. Vous avez dit tout à l'heure, on va se quitter là-dessus, si vous êtes d'accord, Aude, que vous voudriez revenir sur cette expression serviteur du Verbe incarné. Vous vouliez dire quoi exactement ?
Mais Jérôme était fasciné justement par le Verbe incarné dans le Christ. Enfin, le Christ est le Verbe incarné. Donc c'est Dieu, c'est la vérité qui s'incarne dans ce petit enfant. Et lui, comme médecin, j'aime à le comparer comme le roi mage. Voilà. Le roi mage qui a suivi l'étoile de la science, son intelligence l'a guidé et l'a guidé jusqu'à l'enfant, fragile, humble, malade, et puis s'est prosterné devant cet enfant. Il l'a servi avec toute l'humilité et toute sa science de grand savant. Et je pense certains parents le disent, hein, en fait, ils avaient le sentiment qu'ils soignaient leur enfant comme s'ils voyaient le Christ, sur la croix, où ils regardaient leur enfant avec les yeux du Christ. Et Jérôme Lejeune était vraiment un défenseur, un serviteur de la vérité, un serviteur de la vie. Et du coup, je pense que ce qui résume le mieux cette façon de servir, c'est le serviteur du Verbe incarné. Il servait le Christ dans chacun de ses enfants. Dugast, merci infiniment. En plus, un petit clin d'œil, mais ça fait toujours très plaisir quand un IPC1, certains auditeurs comprendront, on a fait le même institut de philosophie tous les deux. Voilà. On l'a découvert juste au moment de commencer. Vous arriviez quand moi je partais. Voilà. Mais j'ai reconnu des éléments de langage. Forcément. On est de la même famille quelque part. Où Jérôme Lejeune venait faire des conférences aussi. D'ailleurs. Voilà. Merci infiniment. Guillaume.